Merci beaucoup. Merci à Nathalie aussi pour l'organisation de ce colloque. Je suis très heureux d'être là. D'autant plus qu'effectivement, il y a des résonances avec des choses sur lesquelles on travaille actuellement au Centre Arcadie, notamment sur la question des temps de l'Anthropocène. Et c'est ce que je vous propose aussi d'investiguer, explorer avec vous aujourd'hui. Alors, peut-être juste une justification sur le changement de titre. J'avais d'abord annoncé l'Anthropocène ou l'entrechoc des temps. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait pluraliser l'Anthropocène. Donc, d'où l'idée de choc des Anthropocènes. Et de fait, on a beaucoup parlé lors de ce colloque de la question de l'entrecroisement des différentes temporalités qui caractériseraient l'Anthropocène. Et je voudrais faire peut-être un léger pas de côté. En partant tout d'abord des travaux de François Hartog dans son livre Chronos. Hartog qui reprend à Dipesh Chakrabarty l'idée que l'Anthropocène, ce serait précisément le lieu, l'espace-temps où s'entrechoqueraient différentes temporalités. Je le cite donc dans Chronos, vivre dans l'Anthropocène, c'est faire l'expérience de deux temporalités qui à la fois ne se mêlent pas et qui n'en sont pas moins en tension constante l'une par rapport à l'autre. Et donc, ce qui caractériserait, selon Hartog, le régime anthropocénique d'historicité, c'est son expression, c'est bien le fait de vivre dans l'Anthropocène. Et vivre dans l'Anthropocène, ce serait faire l'expérience donc, de deux temporalités, le temps de l'histoire de la Terre et le temps de l'histoire humaine, trop humaine, des temps qui s'entrecroisent, se télescopent, voire s'entrechoquent. Donc, je voudrais faire un léger déplacement par rapport à cette proposition d'Hartog, mais aussi de Chakrabarty, et d'interroger le fait que nous vivions dans l'Anthropocène. Puisque le fait de vivre dans l'Anthropocène, ça veut bien dire que nous vivions dans une seule et même époque où différents temps se croiseraient, s'entrechoqueraient, se télescoperaient. Et donc, la proposition est bien de considérer le choc des Anthropocènes. Alors, je m'appuie ici, je reviendrai en conclusion sur les travaux importants de Bernadette Binsaud-Vincent, qui a proposé d'interroger, alors non seulement, c'est un débat bien connu aujourd'hui sur la question de l'Anthropocène, qui propose d'interroger non seulement l'uniformisme ou l'uniformité de la catégorie d'anthropos, dans l'expression anthropocène, mais aussi, c'est ça qui va nous intéresser, les conceptions sous-jacentes du temps, derrière le suffixe cène, qui, vous le savez, en géologie, est censé désigner une époque géologique. Alors, je voudrais partir d'un événement ou d'une actualité plus ou moins brûlante. On a parlé de l'Antéchrist tout à l'heure, le voici, en chair et en os, avec ses partisans dans sa villa de Floride. Et donc il s'agit bien de la une du New York Times du 6 mars, avec donc le candidat républicain à l'élection présidentielle. Et puis en dessous, vous le voyez peut-être, cette en-tête, Geologist says it's not time to declare a human-created epoch. Donc les géologistes déclarent qu'il n'est pas temps, ce n'est pas encore le temps, de déclarer une nouvelle époque qui serait donc l'époque des humains à l'Anthropocène. Alors cette une du Times, c'est intéressant déjà en soi. Il y a déjà des temps qui se télescopent sur cette une, le temps court de l'élection présidentielle américaine et le temps long, le temps géologique tel que discuté par la communauté des géologues, et tout particulièrement la communauté des stratigraphes. Alors, il est intéressant de noter qu'il s'agit d'une fuite. On pourrait parler d'un Anthropocene leaks, en quelque sorte. Fuite donc d'une décision d'un vote qui était tombé la veille. Vote donc de la commission sur la stratigraphie du Quaternaire, SQS, qui a une forte majorité, 12 voix contre 18, a rejeté la proposition formulée en amont par le groupe de travail sur l'Anthropocène, qui était donc d'envisager une nouvelle époque géologique, l'Anthropocène, donc, qui démarrerait aux environs de 1950 avec le phénomène de ce qui se qualifie la grande accélération. Alors, je dis qu'il s'agit d'un fuite, puisque ce n'était pas du tout prévu par la procédure quand même très cadrée et bureaucratique prévue par les géologues. Et le président malheureux de la commission sur la stratigraphie du Quaternaire, Jan Salasevich, a introduit un recours pour vice de procédure par rapport à ce vote, recours qui a été rejeté à son tour par le comité exécutif de l'Union internationale des sciences géologiques, qui est l'instance suprême, on va dire,
l'organisation de la communauté des géologues. Donc cette union a donc rejeté le recours et a émis une déclaration où elle revenait sur les motivations de ce vote et qu'elle a donc entériné. Alors, quels sont les arguments avancés par l'Union internationale des sciences géologiques? Alors ça se trouve dans une déclaration du 20 mars 2024. Premier argument, c'est celui selon lequel l'Anthropocène donc manquerait de profondeur géologique en ce qui concerne ses raisons profondes. Je cite ces déclarations. Certains ont souligné le fait que les effets anthropogéniques sur les systèmes environnementaux et climatiques de la Terre sont bien antérieurs au milieu du XXe siècle, 1950. Par exemple, les débuts de l'agriculture, la révolution industrielle en Europe occidentale, la colonisation des Amériques et du Pacifique, etc. Et que donc l'Anthropocène a des racines beaucoup plus profondes dans les temps géologiques. Donc, premier argument, l'Anthropocène, comme époque datant de 1950, manquerait donc de profondeur au niveau de ses raisons géologiques. Et puis, deuxième argument, je cite à nouveau, d'autres ont exprimé leur malaise face à une nouvelle unité dans l'échelle du temps géologique, un GTS, qui tronque l'Holocène, mais avec une durée inférieure à une vie humaine. Elle s'insère, donc cette proposition, l'Anthropocène, s'insère mal dans l'échelle de temps géologique où les unités s'étendent sur des milliers, voire des millions d'années. Voilà. Et donc, en quelque sorte, l'Anthropocène aurait une durée trop courte à l'échelle du temps géologique, ce qui fait que la proposition a dû être rejetée. Et d'autres ont parlé d'ailleurs de l'Anthropocène comme d'un battement de cils à l'échelle du temps géologique. Et toujours dans cette déclaration, l'Union internationale des sciences géologiques admet tout de même que le concept d'Anthropocène continuera d'être largement utilisé non seulement par les spécialistes de la Terre et de l'environnement, mais aussi par les spécialistes des sciences sociales, les hommes, les femmes politiques et les économistes, ainsi que par le grand public. En tant que tel, il restera un descripteur inestimable dans les interactions entre l'homme et l'environnement. Cependant, et donc c'est bien là-dessus que se termine la déclaration, cependant, il ne sera pas reconnu comme un terme géologique officiel, mais sera plus utilement employé de manière informelle dans les discussions futures à propos des impacts anthropogéniques sur les systèmes climatiques et environnementaux de la Terre. Donc on peut dire qu'effectivement l'Anthropocène comme époque est mort, mais que l'Anthropocène subsistera au titre de concept informel dans les débats publics. Alors, le groupe de travail sur l'Anthropocène avait déjà réagi très rapidement au lendemain de la parution dans le New York Times au vote qui donc rejetait sa proposition. Et ce groupe de travail rappelait finalement les arguments qu'il avait avancés dans sa proposition. Premier argument, il s'agit d'acter le fait que le système Terre s'est modifié radicalement depuis l'Holocène. Qu'ensuite ces changements au niveau du système Terre sont, je reprends leur expression, collectivement irréversibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a plus de retour en arrière vers l'Holocène. Et puis troisièmement, ça c'est l'argument stratigraphique, il y a bien une distinction, une spécificité des strates laissées par l'Anthropocène par rapport aux strates de l'Holocène. Et ces strates correspondent donc à la grande accélération de 1950 dans l'après-guerre, avec notamment, c'était ça la proposition, des traces de radionucléides laissées notamment par la série d'essais nucléaires au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et rappelant ces trois arguments, l'Anthropocène Working Group conclut tous ces éléments, il s'agit bien d'apporter des preuves, line of evidence, tous ces éléments indiquent que l'Anthropocène, bien qu'il soit actuellement bref, currently brief, est, nous le soulignons, d'une ampleur et d'une importance suffisantes pour être représenté sur l'échelle des temps géologiques. Et donc là, ici, l'expression est déjà intéressante, il s'agit d'effectivement, ils reconnaissent le caractère relativement bref de l'Anthropocène à l'échelle du temps géologique, mais en même temps son ampleur, son amplitude ferait malgré tout un bon candidat en tant que nouvelle époque dans l'échelle des temps géologiques.
Donc il s'agit d'un épisode bref dans le temps, mais l'ampleur est suffisamment grande. Alors ce débat sur la question de savoir si l'Anthropocène constitue ou non une époque géologique, ce débat en fait renvoie en amont à toute une série de controverses qui ont eu lieu notamment l'année précédente avec la démission un peu fracassante de l'un des membres du groupe de travail sur l'Anthropocène, Ern Ellis, qui n'est pas en tant que tel un géologue puisqu'il est géographe. Mais Ellis avait donc démissionné par protestation du groupe de travail en adressant notamment cette lettre. Alors je le cite: « Définir l'Anthropocène comme une fine bande de sédiments au fond d'un lac », alors finalement c'était la proposition du groupe de travail, est une question ésotérique et académique. Mais diviser la transformation humaine de la Terre en deux parties, avant et après 1950, entraîne de réels dommages en ce que cela nie l'histoire profonde et les causes ultimes de la crise socio-environnementale en cours sur Terre. Les changements planétaires provoqués par les nations industrielles et coloniales avant 1950 n'ont-elles pas été suffisamment importants pour transformer la Terre, point d'interrogation. Il conclut: les ramifications politiques d'une telle représentation trompeuse et scientifiquement inexacte sont manifestement profondes et régressives. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà ici un aspect politique qui entre en ligne de compte. Le fait de dater l'Anthropocène à 1950 a, selon Ellis, des effets politiques désastreux. Alors le même Ellis avait réagi en 2024, donc cette année-ci, dans un article paru dans la revue de The Conversation. Il avait donc écrit dans cette revue, réagissant donc au rejet de la proposition de l'Anthropocene Working Group. Et dans cet article, il reprend un tableau intéressant. Alors c'est pas lui qui a créé ce tableau, mais donc il le reprend à d'autres auteurs, j'y reviendrai. Tableau qui met donc en parallèle deux lignes du temps, la ligne du temps géologique et la ligne du temps historique. Et ce que tente de montrer et visualiser Ellis à travers ce tableau, c'est bien la proposition de l'Anthropocène, non pas comme une époque qui se situerait quelque part sur une ligne verticale, mais bien comme une tendance, c'est le petit grisonnement que vous avez ici, un événement qui s'inscrirait dans une longue durée, un événement diachronique. C'est ce qu'il propose à la suite d'autres. Et de fait, pour Ellis, l'Anthropocène ne doit pas être considéré comme une époque géologique, mais comme un événement géologique de longue durée. Et vous avez en dessous, effectivement, alors, le feu, l'agriculture, l'extinction des espèces, les gaz à effet de serre, etc., mais tout ça sur une sorte de dégradé, mais qui s'inscrit bien dans une temporalité relativement longue. Et qui dépasse non seulement l'Anthropocène, qui n'est plus une époque géologique, mais qui va même, on pourrait dire, jusqu'au début du Pléistocène. Alors c'est intéressant déjà de voir qu'il y a ce télescopage entre ces deux lignes de temps, la ligne de temps géologique et la ligne de temps historique. Et puis ce qui a beaucoup intéressé, je vais revenir les discussions, c'est dégradé. Puisque de fait, toujours dans The Conversation, une série d'auteurs, partisans de l'Anthropocène comme époque, réagissent à leur tour, c'est la réponse du berger à la bergère, si je puis dire. Donc Simon Turner, mais l'article est aussi co-signé par Colin Waters, qui est le président de l'Anthropocene Working Group, et Jan Zalasiewicz, le fameux président malheureux. Et ces auteurs font valoir la chose suivante: il s'agit d'un tableau, donc il s'agit du tableau que je vous ai montré à l'instant, il s'agit d'un tableau bien présenté et facile à comprendre, qui résume les changements causés par l'activité humaine au cours du dernier million d'années, puisqu'on parle bien effectivement d'une échelle de temps d'1 million d'années. Toutes ces choses se sont certainement produites. Donc, il ne s'agit pas de nier tous ces phénomènes, mais ce qui manque ici, c'est un sens du taux quantifié de changement et de son amplitude, autrement qu'à travers un léger dégradé. C'est ça qui remet en cause, en fait, ce léger dégradé que serait l'Anthropocène comme événement. Et ils ajoutent,
c'est parlant. En regardant ce tableau, on se demande pourquoi on en fait tout un plat. You would wonder what the fuss is all about. Pourquoi faire tout un plat d'anthropocène si effectivement tout n'est qu'une question de léger dégradé. Et ce que proposent ces auteurs, c'est finalement d'accentuer non pas la ligne du temps, mais bien le taux d'amplitude et de fréquence. Et si on fait ça, on obtient un autre tableau. En l'occurrence celui-ci, qu'il présente toujours dans cet article. Tableau qui reprend les trois principaux gaz à effet de serre, donc le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote, et les variations de la température moyenne globale. Mais ce sur quoi insistent les auteurs, c'est, on ne voit pas très bien ici, mais c'est une espèce de pic à chaque fois. Sont de montée en flèche. Et donc effectivement, on a pu faire un joli dégradé, mais un phénomène, on pourrait dire, quasiment disruptif. C'est ça qui saute aux yeux, qui est censé sauter aux yeux. Alors ça renvoie à un autre schéma bien connu, celui de Michael Mann, fin des années 90, qui montre les variations de la température globale moyenne, avec la fameuse crosse de hockey, c'est comme ça qu'on l'a appelé, le hockey stick, il est ici. Effectivement, la température moyenne globale explose, on pourrait dire, de manière exponentielle, à partir donc, des années 1900. Et donc il y a bien un effet, on peut dire, saisissant, cette montée en flèche des gaz à effet de serre et de la température moyenne globale. C'est ce qu'ils écrivent donc dans cet article. La vitesse et l'ampleur des changements récents sautent aux yeux, jumps out at you. Les fortes hausses correspondent essentiellement à l'anthropocène de Crutzen, donc qui renvoie effectivement aux travaux de Paul Crutzen, qui est l'un des premiers à avoir baptisé la notion d'anthropocène, qui représente donc les 72 dernières années de ce qu'on appelait la grande accélération en termes de population, consommation, industrialisation, innovation technique et de mondialisation. Alors, autre schéma, où ça apparaît assez clairement aussi, cette fois-ci vous avez bien l'anthropocène qui est marqué comme époque qui s'inscrit dans la période du Quaternaire, mais qui est donc une époque distincte de l'Holocène. Et puis vous avez sur la droite, ce petit champignon, je ne sais pas comment il faudrait appeler ça, mais qui montre bien qu'il y a une sorte de rupture d'époque entre l'Holocène et l'Anthropocène. Alors c'est intéressant de voir qu'il y a tout un imaginaire qui joue ici autour de cette petite figure. On pourrait, je ne vous ai pas remontré le schéma ici, mais on a parlé aussi dans les années 70, dans les mouvements environnementalistes nord-américains, de bombes démographiques, à la suite notamment de la bombe nucléaire. Enfin bref, il y a tout un imaginaire ici qui est au travail. Alors tout ça nous renvoie effectivement à des chocs des anthropocènes. Il y a bien deux anthropocènes qui s'entrechoquent ici, l'anthropocène comme événement et l'anthropocène comme époque. Et tout ça a été thématisé, discuté par une série de travaux au préalable, principalement dans l'année 2022. Alors, je reprends ici en particulier deux articles, celui de Philippe Gibbard, qui est d'ailleurs l'actuel secrétaire général de la Commission internationale de stratigraphie, et puis de l'autre côté, du côté de l'anthropocène comme époque, on retrouve l'article de Martin Head et de ses collègues également en 2022. Et donc dans ces articles, on trouve une définition de ce qu'il faut entendre par anthropocène comme événement et anthropocène comme époque. Alors, de quoi s'agit-il ? S'agissant donc de l'anthropocène comme événement, Gibbard propose la définition suivante. L'anthropocène comme événement, c'est l'ensemble des effets agrégés, aggregated effects en anglais, les effets agrégés des activités humaines transformant le système terrestre, mais, ajoute-t-il, c'est ça qui est important, à des échelles de temps et d'espace variables. C'est bien cette idée que, un peu contre-intuitif du point de vue du sens commun de ce qu'on entend par événement, je vais y revenir, mais que l'événement de l'anthropocène est quelque chose qui s'inscrit dans une certaine durée avec des modulations spatiales et temporelles très différentes. Et de ce point de vue-là, Gibbard et ses collègues comparent l'événement anthropocène à d'autres événements ayant eu lieu au niveau de l'histoire de la Terre, puisqu'effectivement, dans une certaine géologie, on parle aussi d'événements géologiques pour caractériser, entre autres, la grande oxydation
cette époque de l'histoire de la Terre bien antérieure à l'époque des humains, où les cyanobactéries ont produit de l'oxygène, mais un peu trop massivement, et qui ont d'ailleurs tué une bonne partie des formes de vie. Mais cette grande oxydation a donc été un moment important dans l'histoire de la Terre. De même, ce qu'on appelait la grande biodiversité, l'explosion, le Big Bang biologique du Cambrien, ou encore la grande forestation du Dévonien. Bon, alors tout ça, ce sont des événements au sens où ça s'inscrit dans une très longue durée, parfois. Et donc l'événement de l'Anthropocène serait comparable à ces autres événements, et de la même façon qu'il n'y a pas de marqueur stratigraphique, ou qu'on ne considère pas la grande oxydation comme une époque, qu'on pourrait précisément dater, et bien de la même façon, l'Anthropocène comme événement n'aurait pas besoin d'un marquage stratigraphique, et donc ne devrait pas non plus être considéré comme une époque géologique à part entière. Autre argument avancé par ces auteurs, c'est que insister sur le caractère variable, spatial et temporel de l'Anthropocène comme événement permettrait d'ouvrir un dialogue pluridisciplinaire avec les sciences humaines et sociales, qui elles aussi, à leur façon, ont insisté sur le caractère pluriel de l'Anthropocène, qui n'aurait pas eu lieu en même temps, partout et de la même façon. Alors de l'autre côté de la barricade, si je puis dire, du côté donc de ceux qui sont partisans de l'Anthropocène comme époque, on procède tout d'abord par une forme de clarification de la terminologie géologique. Il s'agit de dire, clarifions un petit peu les concepts, et revenons donc à des définitions analytiques claires de ce que signifie un événement, de ce que signifie un épisode, de ce que signifie une époque. Et alors de fait, ces auteurs font valoir que événement, à proprement parler, devrait renvoyer à quelque chose, comme je reprends leur terme, un changement rapide, soudain et catastrophique. Or, l'Anthropocène comme événement ne s'inscrit pas dans cette définition de l'événement. Bon, de la même façon, on devrait parler d'épisode en termes de diachronie et d'un phénomène de longue durée, où se croiseraient différentes époques. Et donc, à la limite, admettent ces auteurs, on pourrait parler de l'Anthropocène comme un épisode. En fait, il ne faudrait pas parler de l'Anthropocène comme un événement, mais comme un épisode, plus ou moins long. Et c'est la proposition d'ailleurs qu'ils font, puisqu'ils parlent à ce propos d'Anthropogenic Modification Episode. Bon, et donc, ils récusent l'Anthropocène au profit d'une autre appellation. Et puis enfin, il y a l'époque au sens stratigraphique strict du terme qui, elle, renvoie à un phénomène synchrone, c'est-à-dire quelque chose que l'on peut observer partout sur la surface de la Terre à un instant T. Et donc, clarifions la terminologie géologique, et c'est vrai que parler d'Anthropocène comme d'un événement de longue durée, si on se rappelle que le suffixe cène renvoie en géologie à une époque géologique, effectivement, ça ne marche pas. Et alors, deuxième chose qu'avancent ces auteurs-là, c'est le fait que l'Anthropocène comme époque, qui démarre avec la grande accélération, renvoie, je reprends leur terme, à une perturbation planétaire causée par les activités humaines plutôt que les activités elles-mêmes. En fait, il s'agit de dire que ce n'est pas tellement les transformations anthropogéniques en tant que telles qui comptent, puisque ça, des transformations anthropogéniques, il y en a eu quasiment depuis les débuts de l'histoire de l'humanité. Les activités humaines ont toujours plus ou moins modifié les conditions climatiques et environnementales. Mais ce qu'il s'agit de reconnaître avec l'Anthropocène, c'est bien la perturbation du système Terre. Et donc en fait, il y a une sorte de critique sous-jacente d'une forme d'anthropocentrisme à l'encontre de ceux qui revendiquent l'Anthropocène comme un événement. Alors ça, c'est important parce que ça permet de voir qu'effectivement, du côté de ceux qui défendent l'Anthropocène comme époque, il y a une influence importante des sciences du système Terre, sans doute plus importante que du côté de ceux qui défendent l'Anthropocène comme événement. Et de fait, je vous le rappelle, donc, le concept même d'Anthropocène n'est pas issu de la géologie, mais bien des sciences du système Terre, avec l'article de Paul Crutzen et de Jens Stormer en 2000.
Et donc il s'agit bien d'insister sur le fait que l'Anthropocène renvoie à une perturbation du système terrestre et non pas à des transformations anthropogéniques de manière générale. Et que donc l'Anthropocène correspond bien à un nouvel état de la Terre. Ils parlent eux-mêmes de « a new planetary state ». Alors pour résumer donc les deux arguments, les deux Anthropocènes en lice, du côté de l'Anthropocène comme événement, on a cette caractérisation d'un événement diachronique. Je reprends ici l'article de Gibbard et de ses collègues. L'hétérogénéité transtemporelle. Alors ici en anglais il y a une formule qui est un peu étrange, time transgressive, on peut traduire ça par transtemporel, mais donc on sens où cet événement s'inscrit dans une longue durée et qui ne peut pas donc être spécifié à un instant T. L'hétérogénéité transtemporelle et spatio-temporelle des événements est utile car la compréhension scientifique du changement environnemental global nécessite des analyses de processus à de multiples échelles temporelles et spatiales. C'est ça l'argument central de l'Anthropocène comme événement. Et à cela s'oppose donc l'idée d'Anthropocène comme époque, synchronique ou isochrone. L'Anthropocène n'est pas un événement unique, prolongé et modifiable à l'infini, mais un phénomène global, finement délimité et synchrone, qui peut être utilement défini comme une époque grâce à la stratigraphie à très haute résolution faite par la grande accélération. Alors ça renvoie à des choses qui ont déjà été discutées là aussi en amont. Je reprends ici un article de Jan Zalasiewicz et de ses collègues qui insistait effectivement sur le fait que l'Anthropocène renvoie à une modification, une transformation radicale du système Terre, et pas tellement à des transformations d'ordre anthropogénique. L'importance de l'Anthropocène ne réside pas tant dans le fait d'y voir les premières traces de notre espèce, c'est-à-dire une perspective anthropocentrique de la géologie, mais dans l'échelle de l'importance et la longévité du changement dans le système Terre. C'est ça qui importe finalement. Alors, à propos de tout ça, on pourrait finalement, je caricature un petit peu, mais de faire de cette opposition une opposition politique, avec, on pourrait dire, les stratigraphes de droite d'un côté et les stratigraphes de gauche de l'autre côté. Alors, stratigraphes de droite au sens où ils sont relativement conservateurs en ce qui concerne leur discipline, et aussi au sens où ils ont précisément le regard tourné vers le passé géologique, un passé révolu. Là où du côté des stratigraphes de gauche, progressistes, voire révolutionnaires du point de vue de la discipline géologique, qui eux, on pourrait dire, ont les yeux tournés vers une forme d'avenir. Alors, je voudrais ici épingler une figure peut-être de stratigraphe de droite, à savoir Stanley Finney, qui n'est autre que le secrétaire général de l'Union internationale des sciences géologiques, qui précisément, donc, je vous rappelle, entérinait le rejet de l'Anthropocène comme époque. Et ce même Finney déclarait en 2016, je reprends l'expression en anglais, « I feel », alors au moment même où s'élaborait la proposition d'Anthropocène comme époque au sein de l'Anthropocene Working Group, Finney déclarait « I feel like a lighthouse with a huge tsunami wave coming at it ». Je me sentais comme un phare avec un immense tsunami qui allait déferler sur moi. Bon. Et le même Finney, en 2016, rédige, avec sa collègue Lucy Edwards, un article avec le titre « The Anthropocene Epoch, Scientific Decision or Political Statement ?» point d'interrogation. Et donc pour lui, il s'agissait effectivement de considérer, de savoir si l'Anthropocène comme époque relève d'une décision scientifique ou bien simplement d'une prise de position politique. Et on peut dire que pour lui, alors d'une part, la décision scientifique devait être défavorable pour ce qui concerne l'Anthropocène comme époque géologique à part entière, mais également que ce n'était pas le rôle des géologues ou des stratigraphes de faire des political statements, de faire des annonces et des prises de position politiques. Alors je reprends ces arguments rapidement parce qu'ils sont intéressants pour nous. Alors pourquoi est-ce que la décision scientifique devrait être défavorable? Alors, tout d'abord, il rappelle que les dépôts humains, on parle ici notamment des plastiques, des retombées, des essais nucléaires, des choses qui sont effectivement comprises dans la proposition de l'Anthropocene Working Group, de considérer l'Anthropocène comme époque, ces dépôts humains ne sont pas des strates à proprement parler.
les strates, les vraies strates géologiques, c'est ce qu'on retrouve dans les roches, les carottes glaciaires, les cernes des arbres, etc. Mais ça, c'est pas humain. Bon, c'est le premier argument. Deuxième argument, c'est le fait que l'Anthropocène est effectivement une catégorie prospective. Elle est tournée vers du présent vers le futur. Là où la géologie, elle, s'intéresse ou doit s'intéresser à un passé révolu. Et donc en fait, il n'y a pas suffisamment de passé pour l'Anthropocène. C'est à nouveau cet argument que c'est un battement de cils à l'échelle du temps géologique. Et puis troisième argument, beaucoup plus intéressant me semble-t-il, c'est une sorte d'analogie entre l'histoire et la géologie. Il compare l'Anthropocène et la Renaissance, en disant que la Renaissance aussi n'est pas quelque chose que l'on peut dater à une date en particulier. C'est l'argument qu'il développe ici dans cet extrait que je vous donne. Il est clair qu'une grande partie de l'impact humain utilisé comme preuve de l'Anthropocène est antérieure à 1945. Et il en irait de même pour le terme Renaissance, utilisé par les historiographes, s'il était arbitrairement mais objectivement défini par l'année 1500, lorsque l'influence de la Renaissance est étendue de l'Italie au reste de l'Europe. Autrement dit, si vous déclarez que la Renaissance commence en 1500, vous rejetez dans le Moyen-Âge tout le Quattrocento italien. C'est ça le problème. Il en résulterait que les premières œuvres de la Renaissance seraient reléguées au Moyen-Âge. Et dans le même ordre d'idées, Rudiman, donc c'est un paléoclimatologue, qui a formulé l'idée d'un anthropocène précoce ou d'un paléo-anthropocène. Rudiman et ses collègues se sont demandé s'il était judicieux de définir le début de la période dominée par l'homme longtemps après que la déforestation et l'agriculture ont modifié le paysage, donc bien avant l'anthropocène au sens soit de la révolution industrielle, soit de 1950, après que les gaz à effet de serre ont augmenté en raison des émissions agricoles industrielles. Et donc il y a un problème qui se pose, tout comme en historiographie, de savoir comment couper les époques, comment les découper, comment saucissonner le temps historique. C'est le même problème qui se pose du point de vue des géologues. Et alors, ça c'est l'aspect, on va dire, scientifique du débat, mais il y a aussi un aspect politique. Et Finney et Edwards reconnaissent volontiers que l'Anthropocène a un rôle important à jouer en termes d'alerte. Ils parlent donc de prise de conscience, awareness en anglais. L'Anthropocène a bien un rôle à jouer en tant que tel pour ce qui est de la prise de conscience d'une série de changements anthropogéniques, mais ce n'est précisément pas le rôle, d'après eux, d'une commission stratigraphique de se prononcer politiquement. Donc, ils reconnaissent la légitimité du concept, mais ce n'est pas de l'ordre de la stratigraphie. Donc la stratigraphie n'a pas de political statement. Et Finney et Edwards citent un article qui est en fait un éditorial de la revue Nature en 2011, consacré justement à l'Anthropocène. Ils remettent en question ce que l'éditorial disait. Et donc dans cet éditorial, on retrouvait cette idée de l'Anthropocène comme une sorte d'avertisseur. Les êtres humains peuvent encore faire en sorte que ces premières années de l'Anthropocène, celles qui ont démarré, ne soient qu'un accident géologique, une parenthèse géologique, et non le prélude d'une perturbation bien plus grave. Mais la première étape consiste à reconnaître, comme le terme Anthropocène nous y invite, que nous sommes aux commandes. We are in the driver's seat, en quelque sorte, dans la voiture de l'Anthropocène, et c'est à nous effectivement de prendre une autre direction. Alors, ce que je voudrais faire dans le temps qui me reste, à partir de ce débat entre géologues, c'est de formuler quelque chose comme une critique de la géologie politique. En fait, ce choc des anthropocènes, l'anthropocène comme événement et l'anthropocène comme époque, est un merveilleux cas d'école pour la sociologie des sciences ou pour les science studies. Alors, j'espère que bientôt quelqu'un fera le travail de retravailler, de montrer tous les enjeux de la controverse autour de l'Anthropocène comme époque. Et on pourrait très bien relativiser toute cette histoire en disant que tout ça n'est qu'une chamaillerie entre géologues, autrement dit un tsunami dans un verre d'eau. Mais je pense qu'il y a des raisons à la fois épistémologiques et politiques plus profondes à ce débat.
puisque de la même façon qu'en histoire, en historiographie, on distingue souvent faire de l'histoire et faire l'histoire. Donc les historiens et les historiennes ont toujours une certaine conception de ce que faire l'histoire veut dire lorsqu'ils font de l'histoire. Mais de la même façon, faire de la géologie a toujours aussi implicitement des certaines conceptions de ce qu'est le faire géologique. C'est ça ce que je voudrais rapidement esquisser dans les quelques minutes qui me restent. Alors je voudrais pour cela repartir de la proposition de Chakrabarty, qui consiste à dire que l'Anthropocène marque l'effondrement, collapse en anglais, l'effondrement de la distinction moderne entre nature et histoire. Cette distinction qui voudrait que d'une part, la nature n'a pas d'histoire, et que d'autre part, par symétrie, l'histoire n'a pas de nature. Je pense qu'il faut compliquer ce diagnostic sur la modernité. De la même façon qu'il faut toujours compliquer l'idée même d'un dualisme des modernes ou d'un grand partage. Nous n'avons jamais été aussi modernes que nous croyons l'être, en fait. Alors c'est ce que je voudrais montrer rapidement, notamment en rappelant que pour les modernes, alors, la question de savoir qui sont les modernes en l'occurrence, mais si on part de Darwin, il faut bien admettre que ce grand partage entre nature et histoire ne fonctionne pas. Puisque pour Darwin, effectivement, la nature a bel et bien une histoire. Simplement, cette histoire ou cette historicité renvoie à un temps long, graduel, incrémental. Et de fait, tout l'argument de Darwin sur le mécanisme de sélection naturelle repose sur un temps très long, le temps très long qui opère au niveau de la variation des espèces. Darwin lui-même parle d'un immense intervalle de temps, et cette idée d'un immense intervalle de temps, il l'emprunte directement à la géologie de son époque, et tout particulièrement aux travaux d'un autre Charles Lyell, qui est l'auteur en 1830 des principes de géologie. Et donc Darwin lui-même est tributaire, on pourrait dire, de la découverte au cours du XVIIIe et XIXe siècle du temps profond, du deep time. Puisque je vous le rappelle, alors déjà ça commence avec le conte de Buffon, qui parle effectivement de la sombre abîme du temps, et du temps comme le grand ouvrier de la nature. Et de fait, on passe fin du XVIIIe à une datation de l'histoire de la Terre en milliers d'années, à des millions d'années au XIXe, et à des milliards d'années au XXe siècle. Et donc l'histoire profonde de la Terre, en fait, une histoire récente. C'est intéressant de le rappeler. Alors je vous le disais, Darwin lui-même est un lecteur de Lyell et de ses principes de géologie. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est là où le partage histoire-nature commence déjà à se brouiller, c'est que Lyell lui-même est un grand lecteur de l'historien allemand Niebuhr, représentant de l'école historique au XIXe siècle, historien donc de la Rome antique. Et Lyell lui-même se réfère à Niebuhr dans le passage suivant. Il écrit « Toute période de l'histoire passée peut être mouvementée ou calme, guerrière ou pacifique, selon que l'on étend les événements sur un espace plus ou moins large. De même qu'on rend merveilleuses les roches anciennes quand le temps est raccourci. » De quoi s'agit-il ? En fait, il s'agit de partir de Niebuhr. En fait, Niebuhr, qu'est-ce qu'il conteste ? C'est les histoires mythiques de Rome, comme si Rome avait été fondée à tel instant. Et ce que Niebuhr fait en bon historien, c'est d'allonger le temps et de montrer qu'en fait le temps historique est beaucoup plus uniforme. Il n'est pas fait d'événements saccadés, le moment de fondation, mais il est lui-même uniforme. Et c'est ce que fait Lyell exactement en géologie, en montrant qu'il y a bien un temps long, profond, et que ce temps est uniforme. Et que quand on uniformise le temps, en fait, on se donne un moyen d'expliquer toute une série de phénomènes naturels sans recourir soit à des interventions divines, soit à des formes de miracles ou de merveilleux. C'est ça la proposition centrale de Lyell. Autrement dit, en histoire comme en géologie, les choses deviennent merveilleuses quand le temps se raccourcit, et les choses s'uniformisent quand elles s'allongent. C'est ça l'analogie ici au travail. Et donc pour Lyell, effectivement, il s'agit de défendre en géologie un postulat uniformitariste. Par opposition, alors ça c'est un grand débat qui secoue le début du 19e, par opposition donc au catastrophisme
représenté notamment par Cuvier en France, qui est l'auteur, rappelez-vous, d'un ouvrage qui s'intitule « Les révolutions à la surface du globe ». Alors on a souvent un peu caricaturé la position catastrophiste de Cuvier, mais je crois qu'il faut peut-être lui redonner des marques de noblesse. Mais en gros, l'opposition est la suivante. D'une part, du point de vue uniformitariste, les changements géologiques opèrent en moyenne selon une intensité uniforme. C'est ça le postulat uniformitariste. Autrement dit, on peut observer aujourd'hui les mêmes phénomènes, par exemple d'érosion et de sédimentation, et les projeter en quelque sorte rétroactivement dans le passé pour expliquer toute une série de phénomènes révolus. C'est ça le postulat uniformitariste. Nous, la fameuse formule de Lyell, le présent est la clé du passé. Les phénomènes que l'on observe aujourd'hui sont uniformes, de même nature que ceux que l'on peut reconstruire dans le passé. La position catastrophiste, elle, admet, alors non pas qu'il y ait des sortes d'intervention d'un Deus ex machina, c'est une caricature que l'on a faite de la position catastrophiste, simplement la position catastrophiste admet qu'il y a effectivement des événements, par exemple des activités volcaniques, des tsunamis, des tremblements de terre, etc., qui effectivement ont lieu, et que dans l'intervalle de temps, il peut y avoir des périodes de calme relatif. Et donc le temps géologique n'est pas aussi uniforme que le prétend la position ou le postulat uniformitariste. Alors pourquoi je rappelle ce débat qui paraît un peu daté, c'est que je pense qu'on peut retrouver dans une certaine mesure les enjeux de ce débat aujourd'hui lorsque s'opposent les partisans de l'Anthropocène comme événement. Alors c'est ça qui est un peu contre-intuitif, c'est qu'effectivement il faudrait en fait plutôt partir de l'idée d'uniformité quand il parle de l'événement comme quelque chose de time transgressif, de transtemporel, par opposition donc aux partisans de l'Anthropocène comme époque qui, elle, renverrait plutôt à quelque chose comme une catastrophe d'origine humaine. Alors, rapidement encore quelques mots avant d'arriver à la conclusion sur la question finalement de se demander du point de vue de l'histoire des sciences, ou de l'histoire en général, ou de l'histoire environnementale, si la géologie en tant que discipline n'a pas elle-même aussi joué un certain rôle dans le grand puzzle de l'Anthropocène. Je pense que la réponse est... quelques minutes. Oui, je pense que la réponse est oui. Et de fait, c'est pas pour rien que la géologie en tant que science naît quelque part au XIXe siècle, au même moment que l'âge industriel, celui donc de la machine à vapeur, selon la proposition de Crutzen en 2000. Et je reprends ici l'idée de capitalisme carbonifère, empruntée à l'anthropologue Mumford. Et c'est intéressant de constater qu'on a aussi un télescopage des temps dans cette idée de capitalisme carbonifère. Puisque le carbonifère, ça renvoie en géologie à une période géologique bien déterminée, quelque part entre 1360 et 300 millions d'années par rapport à nous. Je vous donne ici une représentation de cette époque du carbonifère, issue d'une encyclopédie allemande, qui a pour titre Steinkohlenformation, la formation du charbon de terre. Et donc le capitalisme carbonifère, c'est quoi? C'est la rencontre de deux temporalités. Le temps long, profond, accumulé dans les strates du carbonifère, et le temps rapide, progressif de la production capitaliste. Et donc il y a bien un télescopage des temps. Et donc, je pense qu'il faut bien se rendre compte que ce télescopage des temps, il est, on peut dire, concomitant de l'Anthropocène en tant qu'époque historique. Ce qui veut dire aussi que des auteurs, des sciences, des savoirs se sont déjà pensés sur ces questions au XIXe siècle, du télescopage des temps. Simplement, ils avaient un rapport, on va dire, moins inquiet, quoique, par rapport à ces questions-là. Je vous donne ici un extrait d'un géologue britannique, William Buckland. Aussi ancienne que soient les époques durant lesquelles ces matières furent accumulées, on peut assurément penser que l'utilité future de l'homme faisait partie de leur fin. Comme s'il y avait une sorte de providentialisme fossile en jeu
dans le fait que nous ayons découvert cette nouvelle source d'énergie fossile. Et le même Buckland, ça c'est intéressant aussi de le souligner, montre d'une certaine inquiétude dans le passage que je vous donne ici. Servons-nous abondamment et profitons généreusement de ces dons précieux de la création, mais n'en abusons pas et ne détruisons pas, par une négligence volontaire et un gaspillage inconsidéré, les fondements de l'industrie des générations futures. Alors pourquoi je donne ce passage? C'est qu'effectivement, il y a déjà ici, à l'époque du capitalisme carbonifère, cette inquiétude à l'égard des générations futures. On ne parle pas de développement durable, mais presque. Simplement, la hantise de ces Britanniques, c'est effectivement de voir la fin de l'Empire. Qu'arrivera-t-il le jour où il n'y aura plus de charbon? Alors, conclusion. Je voudrais, en conclusion, alors non pas mettre dos à dos les deux anthropocènes, l'anthropocène comme événement et l'anthropocène comme époque, mais souligner rapidement leurs écueils. Du point de vue de l'anthropocène comme événement, et à nouveau le terme est mal choisi, du point de vue de l'anthropocène comme événement, ce que l'anthropocène fait, en quelque sorte, c'est bien d'ébranler fondamentalement le postulat uniformitariste d'où était partie la géologie au XIXe siècle. On peut dire que ce qui marque l'anthropocène, c'est bien la fin de temps géologiques qui seraient en quelque sorte insensibles au temps des humains. Première chose. Et puis deuxième chose, c'est que la clé de lecture que proposait Lyell, rappelez-vous, le présent donne la clé du passé, cette clé ne fonctionne plus. Le système Terre a changé, et donc il nous est plus possible, en quelque sorte, de rétroprojecter, en quelque sorte, le présent sur le passé. Je vous donne deux éléments de ce point de vue-là, intéressants. C'est d'une part le fait, alors vous savez sans doute que l'unité de mesure de base en géologie, c'est quoi? C'est l'année. Et l'année, on la calcule notamment, vous le savez, par la révolution terrestre autour du Soleil. Simplement, ça ne fonctionne pas toujours aussi bien. Il y a parfois quelques secondes de décalage dans cette révolution terrestre. Et ce qu'un article dans Nature récent a montré, c'est que suite à la fonte des calottes glaciaires, ce décalage s'est accentué. Et donc en fait, le réchauffement climatique, calottes glaciaires qui fondent, la révolution terrestre n'est plus la même. Et puis, ce que je voudrais souligner, c'est qu'effectivement, l'anthropocène comme événement, en quelque sorte, un effet de dilution des chaînes de responsabilité. Précisément parce qu'il uniformise l'événementialité. Pour l'anthropocène comme événement, l'anthropocène ne fait pas époque. Il n'y a pas de spécificité, de nouveauté de l'époque. On peut dire que tout marche comme avant. Or, ce qu'il faut acter, c'est bien le fait que nous ne vivons plus sur la même terre. Et puis deuxième chose, rapidement, alors Charlotte Lux a parlé de sidération ce matin, je pense qu'on peut également effectivement parler de sidération à propos de l'anthropocène comme époque, dès lors que l'on part de schémas de ce genre-là, de grande accélération. Le terme de grande accélération lui-même est intéressant. On parle de Great Acceleration. Great Acceleration, il y a une sorte de grandeur qualitative qui est poussée par toute une série de facteurs quantitatifs. Et je m'appuie ici alors, à nouveau sur Bernadette Binsaud-Vincent, qui a remis en cause l'idée même d'accélération. Qu'est-ce qu'une accélération? Sinon effectivement une variation de vitesse, plus ou moins vite, plus ou moins rapide, mais toujours dans une échelle de temps donné au préalable. Or, proposition de Bernadette Binsaud-Vincent, et je la rejoins de ce point de vue-là, c'est qu'il faut bel et bien voir dans l'anthropocène non pas une sorte de grande accélération uniforme, mais bien une forme de polychronie. L'anthropocène est avant tout un conflit, un choc de temporalité hétérogène et pas seulement un problème d'accélération, d'évolution trop rapide. Autrement dit, il s'agit de non pas seulement, de ne pas rester dans une seule et même échelle de temps, l'échelle de temps de la grande accélération, mais de jouer sur des temporalités différentes. Ce qui permet, et je terminerai là-dessus, à Bernadette Binsaud-Vincent et à Sacha Löw, dans leur très beau livre, qui est en fait une biographie du carbone, d'en appeler, alors ce sera peut-être un clin d'œil à
l'intervention qui va suivre de Nathalie Frogneux, je ne sais pas si c'est ça ce qu'elle entend par fête frivole, mais de retrouver un sens du comique. Alors non pas au sens d'un dénouement heureux, mais au sens, je reprends leur terme, hein, d'une attention au récit des petits arrangements, ceux des habitants et des migrants de toutes sortes, humains, non-humains et compost-humains, qui instaurent des dynamiques plus ou moins stables ou turbulentes. Parce qu'effectivement, il faut accepter que la grande accélération est bel et bien le temps hégémonique de l'Anthropocène, mais qui dit temps hégémonique dit forcément des temps minoritaires et des temps subalternes. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.